La méditation, elle va nous apporter cette perspective beaucoup plus vaste et beaucoup plus large avec d'autres angles de vue que le seul qu'on a. Et si on commence à prendre de la hauteur par rapport à soi-même, par rapport à ses perceptions, eh bien ça peut tout changer. Et ça va changer complètement le rapport qu'on a avec nous-mêmes. On voit beaucoup de pratiques qui fleurissent ici et là et la méditation c'est devenu un produit de consommation. Alors que c'est une véritable science de l'esprit. Tout cet entraînement de l'esprit qui est quelque chose de magnifique, qui met vraiment de la magie dans votre vie. La méditation va rayonner surtout sur votre travail. Vous allez avoir des relations beaucoup plus heureuses, beaucoup plus épanouissante. On acquiert cette présence, cette stabilité de plus en plus forte. Qu'on vient de se décider, de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement pour que ma vie change ? C'est toujours un immense plaisir que de partager avec vous ces soirées, de partager ces connaissances, parce que c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Ça fait plus de 50 ans que je pratique la méditation, et ça fait 37 ans que j'enseigne. Ça a mis de la magie dans ma vie. Et c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir, parce que j'ai envie que d'autres personnes, évidemment, mettent de la magie dans leur vie, qu'ils aient vraiment les clés pour ça, et que ça permette... Et je me demande aujourd'hui pourquoi il y a si peu de gens qui pratiquent la méditation. Alors c'est un peu dommage, on va en parler, parce que ce que je trouve aujourd'hui en Occident, on donne une idée vraiment fausse ou très limitée de ce qu'est réellement la méditation et de tout ce qu'elle représente et de tout ce qu'elle peut apporter. Et je suis un petit peu là pour ça, pour vous apporter ces connaissances, parce que c'est vrai que ça peut vraiment changer la vie. En 37 ans d'activité, j'ai formé plusieurs dizaines de milliers de personnes à travers le monde. J'étais aussi consultant à France 3, je suis intervenu dans pas mal d'entreprises, j'étais consultant pour de nombreux centres hospitaliers aussi, et quand je vois toutes ces personnes qui ont vraiment découvert qui avaient les clés pour vraiment transformer leur existence, parce qu'on a vraiment cette capacité en douceur d'infléchir notre esprit dans le sens d'un plus grand bonheur, et on ne peut pas garder ça pour soi. On a vraiment envie que tout le monde y accède. Alors je vais essayer de vous donner un éclairage, j'espère qu'il sera suffisant pour vous, j'espère vraiment de vous donner envie de vous y mettre. Alors il y a des personnes qui connaissent déjà un petit peu la méditation, mais on va voir, parce que comme je disais, il y a beaucoup d'idées fausses. On pense que la méditation c'est une pratique unique, c'est juste s'asseoir, regarder son souffle, ou répéter des mantras, ou pratiquer la pleine conscience, ou je sais pas quoi d'autre. J'ai eu le bonheur, parce que je pense que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas. J'ai commencé très jeune, en fait. Bon, on va commencer par là. J'ai commencé très jeune, dès l'âge de 13 ans, je me posais vraiment des questions sur la vie. Je voulais comprendre pourquoi il y avait tant de souffrance autour de moi, parce que d'abord, il y en avait beaucoup autour de moi. C'était un peu Zola, la vie que je menais. La souffrance, soit vous la subissez, soit vous en faites quelque chose. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça devient un véritable propulseur. Comme disent les bouddhistes, la souffrance, ça peut être comme un aiguillon qui va nous obliger à sortir la tête hors de l'eau. Parce que c'est tellement désagréable de souffrir, quelle que soit sa forme. Ça peut être aussi un profond déplaisir, et on aspire vraiment à vivre tout à fait autre chose. Et c'était mon cas. Donc je me posais des questions, j'avais envie de savoir, donc je commençais à feuilleter des ouvrages. À l'époque, on avait déjà quelques ouvrages sur la méditation. J'avais avalé pas mal de livres dans le domaine. J'avais lu Gurdjieff, j'avais lu La vie après la vie de Raymond Moody, et puis des ouvrages sur la méditation. Puis je me débrouillais comme je pouvais. Et je vivais des choses qui me troublaient même parfois, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et surtout, je commençais à vivre un décalage entre la vie que j'avais et ce que je commençais à ressentir et éprouver. Puis plus tard, j'ai eu, parce que j'imagine que ça se fait pas par hasard, c'était la juste continuité de cette quête. Alors bon, j'ai travaillé pendant 3 ans, parce que j'ai fait une formation assez classique dans le domaine technique. Comme j'étais encore plein de questions, pendant que je travaillais, j'ai repris des études, d'abord par correspondance, j'ai fait des études de psychologie, et puis ensuite je suis parti à Paris, j'ai complété cette formation, mais ça ne me suffisait pas, parce que ça reste quand même un domaine qui est très intellectuel, et on a une approche en Occident qui est très mentale de l'individu. Et donc j'ai fait aussi des thérapies, j'ai fait pas mal de choses dans ce domaine, parce que ça
faisait partie de cette quête. Et plus tard, j'ai eu vraiment le grand bonheur de rencontrer des sages de toutes sortes de traditions occidentales, parce qu'il y a les sages en Occident aussi. J'ai rencontré entre autres, par exemple, Karl Graf Durkheim, qui enseignait le zazen. Et puis j'ai rencontré Marie-Madeleine Davy aussi, qui était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et puis j'ai rencontré des swamis, j'ai rencontré surtout les Tibétains. J'ai fréquenté le peuple tibétain pendant une quinzaine d'années parce que j'ai eu l'immense bonheur de faire une rencontre qui a été vraiment déterminante dans mon existence. J'ai eu le bonheur de rencontrer considéré en tout cas comme un grand sage dans la communauté bouddhiste tibétaine, un grand sage du nom de Shimed Rinzing Rinpoché, qui a été pour moi, quand je l'ai rencontré, en fait, il incarnait, il était la réponse que je cherchais. Il incarnait cette tranquillité, cette présence aussi qui est assez extraordinaire, puis aussi cette simplicité d'être qui est assez désarmant. Et je me suis dit, mais ça existe. Et tout le temps que j'ai pu passer avec lui, j'ai pu me rendre compte que il n'y avait pas de différence entre le messager et le message qu'il délivrait, ce qui est assez rare, parce que pour avoir rencontré pas mal de thérapeutes, on dit dans ce domaine d'ailleurs que souvent le cordonnier est mal chaussé. Et là, c'était tout à fait autre chose. L'approche méditative est très différente de nos approches en Occident. Ça agit d'une façon complètement différente. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Shimed Rinpoché, j'ai eu vraiment le sentiment d'être tiré vraiment vers le haut. Et il y avait vraiment quelque chose de très différent. Parce que dans l'approche thérapeutique, j'ai fait de la gestalt thérapie, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait de l'analyse tout court, j'ai fait plusieurs formes de thérapie. Mais j'avais l'impression que je brassais sans arrêt. Et que, bon, c'est vrai que on dit il faut revenir sur les causes, sur le passé, etc. Mais j'ai l'impression que c'était pas tout à fait ça. Et quand j'ai rencontré Shimed Rinpoché, c'est comme s'il me disait laisse tomber tout ça et viens par là. Et j'ai plus quitté ça. Et je me suis dit, mais c'était là qu'était la réponse que je cherchais depuis toujours. Et la méditation, toutes ces pratiques qui vont avec, ont mis vraiment de la magie dans mon existence. Et ça a complètement transformé ma vie, et c'est ce qui fait que je suis là, face à vous, aujourd'hui, avec le même plaisir, parce que parfois il y a des personnes qui me disent, mais après 37 ans d'activité, 37 ans d'enseignement, tu es pas lasse. Ben non, vous voyez, je suis pas lasse. Je suis pas lasse parce que c'est tellement enthousiasmant de partager ces connaissances. C'est tellement extraordinaire, puis surtout, j'ai le sentiment de donner quelque chose qui va permettre aux gens de devenir libres, de devenir autonomes, parce qu'il n'est pas question de dépendre de qui que ce soit, de devenir complètement autonomes et d'avoir les clés pour construire leur existence, pour l'amener vers plus de bonheur, plus de joie, et pas seulement pour eux, parce que comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc quand une personne commence à prendre soin d'elle, à s'occuper d'elle, à s'accomplir, eh bien, ça fait du bien à tout le monde. Et ça, c'est un point qui est très important parce que j'ai découvert aussi cet aspect, parce que là, il n'est pas question de travailler sur soi, cette espèce de truc un peu lourd, c'est au contraire, c'est... parfois quand je démarre un stage que j'anime, je dis toujours aux personnes, vous allez trouver dans ce stage ce que vous allez y mettre. Et bien la pratique c'est exactement pareil, on y trouve exactement ce que l'on y met. Et si on y met des complaintes, des récriminations, etc., mais c'est exactement ce qu'on va récolter. Par contre, si on commence à comprendre que notre attitude, la façon d'être peut vraiment tout changer, c'est... je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu l'occasion de regarder une image de la femme sans âge. En fait, c'est une image où vous pouvez voir deux femmes. Vous pouvez voir une vieille femme laide, assez un peu genre sorcière, et puis de l'autre côté, une jeune femme très élégante. Et selon comment vous vous positionnez, vous voyez l'un ou l'autre. Et c'est amusant parce que quand on montre ce dessin à certaines personnes, il y en a qui voient tout de suite la jeune femme élégante, et il y en a qui voient plutôt la femme laide, assez effrayante. Et bien, c'est pareil. Quand la méditation, elle va vous permettre d'avoir cette possibilité de découvrir ces angles de vue. En état ordinaire, on n'a qu'un angle de vue.
En fait, on est coincé dans nos pensées, coincé dans nos émotions, coincé dans ces visions très restreintes, finalement, de l'existence. Alors que quand on a la méditation, elle va nous apporter cette perspective beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, avec d'autres angles de vue que le seul qu'on a. Et ça, c'est extraordinaire. Essayez d'imaginer, par exemple, vous avez un objet face à vous. Mais quand vous êtes en face de cet objet, vous ne voyez que cet objet. Et imaginons que vous vous relevez, et vous allez voir non seulement l'objet, mais tout ce qu'il y a derrière. Mais tant que vous aviez seulement cet objet juste en face de vous, vous ne pouviez voir que ça. Et là, vous vous mettez au-dessus, et donc vous voyez le reste. Eh bien, la méditation, c'est un peu ça. C'est que ça vous donne cette autre perspective que vous n'avez pas en état végétal ordinaire. Et ça peut tout changer. Ça peut tout changer parce que, essayez d'imaginer, vous êtes justement dans cette position, vous voyez que cet objet, donc vous agissez en fonction de ce que vous voyez. Et quand vous ne voyez que ça, mais si vous voyez qu'il y a tout ce qui reste derrière, vous voyez l'image, je pense que vous devez comprendre, eh bien ça change complètement. Vous dites, ah mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, que je n'avais pas vu. Et donc, j'ai d'autres champs de possibilités. Eh bien la méditation, c'est exactement ce que ça vous apporte. Une autre vision de l'existence beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Alors, comme disait Dalai Lama un jour, il donnait une conférence, et il y avait un œuf devant lui, il avait dit, vous voyez, si je prends cet œuf, je le mets tout près du visage, je vois plus que l'œuf, mais si je prends cet œuf et je le mets au bout du bras, au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et bien c'est ça la méditation, c'est que ça vous offre d'autres perspectives. Et comme vous avez d'autres perspectives, eh bien vous n'êtes plus coincé dans vos souffrances, dans vos douleurs, dans vos mal-être, parce que vous voyez que vous avez d'autres possibilités que la seule que vous voyez. Et dans notre vision ordinaire, on n'a que cette vision restrictive. On est enfermé dans nos croyances, on est enfermé dans nos idées, on est enfermé dans... Et on est complètement identifié à ça. Donc ça va vraiment donner cette perspective. Et ça peut tout changer. Et donc vous voyez, c'est pas une question de travail sur soi, c'est une question de perception. Comment vous percevez les choses, avec ces perspectives beaucoup plus vastes, ou alors avec cette vision restreinte. Et quand vous faites ce fameux travail sur vous, eh bien vous restez là-dessus pour essayer de comprendre. Alors que là, vous avez cette perception beaucoup plus vaste. Et la méditation, maintenant, je vais venir sur toutes ces idées fausses qui sont véhiculées, malheureusement, parce que j'ai vu, comme ça fait 50 ans que je pratique la méditation, j'ai vu naître, je ne parlais pas du tout de méditation quand j'ai commencé à enseigner, c'était même plutôt, on était plutôt des marginaux, on pensait tout de suite mai 68, Love and Peace, etc. Alors que j'ai découvert que la méditation, ça n'avait rien à voir avec ça. Alors il y avait toute la panoplie des gens un peu perchés comme ça, qui ils sont pas méchants, mais ils font des choses, ça manque de cette présence vraiment forte que j'ai pu rencontrer avec tous ces sages. Donc j'ai vu fleurir toutes sortes de pratiques qui sont arrivées d'Orient, etc. Cette espèce parfois de mélange avec les pratiques occidentales. Comme j'ai passé beaucoup de temps avec tous ces sages, j'ai été baigné dans la tradition, dans la tradition humaine, dans la tradition spirituelle, et j'ai vu que dans la pratique, il y a des choses, ce qu'on appelle les fondamentaux, qui sont vraiment indispensables, mais qui ont été complètement supprimés dans les pratiques, parce que je pense qu'on essaie de faire quelque chose à l'occidental, pour les occidentaux, parce que les occidentaux ils aiment bien, on élimine plein de trucs, ouais, mais ça c'est embêtant, ça m'intéresse pas, on est un petit peu... Et aujourd'hui, à quoi on assiste? On voit beaucoup de pratiques qui fleurissent ici et là, et la méditation c'est devenu un produit de consommation, alors que c'est une véritable science de l'esprit, avec des notions extraordinairement précises, et ça change tout. Et un de mes amis qui pratique la médecine chinoise, qui lui est allé en Chine, il a étudié, et il pratique aussi le Qigong, mais il est horrifié de ce qu'il voit du Qigong aujourd'hui, parce qu'il a dit, on a sorti le Qigong de son contexte, qui au départ c'est une pratique thérapeutique, et personne joue avec les énergies sans trop savoir ce qu'ils font. Et c'est un peu science sans conscience, l'écurine de l'âme, et c'est malheureusement ça. Et la méditation, aujourd'hui, on assiste un petit peu à ça, ce qui fait qu'on a parfois des résultats carrément effrayants, ou pas de résultats du tout, ou quelque chose de, on va dire, de très sommaire par rapport à ce que pourrait vraiment apporter la méditation. Alors c'est pas une critique de ma part, c'est juste un constat, un état de fait, dont je me rends compte, parce qu'il y a plein de notions qui sont
pas du tout abordé, et je vois des personnes qui ont beaucoup de mal, disent oui, mais moi je pratique la méditation. Alors tant que je pratique la méditation, je suis assis dans mon coin, ça va, je peux être tranquille. En fait, je leur dis finalement, vous faites de la relaxation. Mais dès que je sors, si je me fais agresser, ou si une personne me lance un mot malheureux, ou si j'ai un échec, je suis au 36e dessous. Et ça me rappelle une personne qui m'avait contacté. Il pratiquait la méditation depuis 30 ans, il pratiquait le Qigong, il était prof de Tai Chi, enfin ce genre de choses. Et malheureusement, quand sa femme l'a quitté, il était complètement anéanti. Et je me disais, au regard de ce que j'ai appris de la méditation, alors bien sûr qu'on ait de la peine quand quelqu'un nous quitte, c'est tout à fait compréhensible, naturel, mais il n'arrivait plus à se relever. Je disais, mais et lui-même disait, mais ça m'a servi à rien. 30 ans de méditation pour être dans un état complet de dépression. Et effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faisait comme méditation? Ça m'interpellait. Bon, je n'ai pas pu discuter avec, malheureusement, mais j'aurais aimé le savoir, parce que la méditation nous prépare à tout ça. Elle nous prépare à ces difficultés. Au contraire, elle est là pour nous aider à nous libérer des causes, des véritables causes de la souffrance. Donc, et donc, voilà, j'assiste à tout cela et je me dis, ça me paraît quand même important de donner des informations justes sur ce qu'est la méditation, parce que c'est une approche véritablement profonde, avec les fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, comme par exemple méditer sur la véritable nature des pensées pour ne plus en être le jeu, parce que si cette personne qui s'assied, qui regarde son souffle, qui est tranquille, mais qui a aucune notion de la véritable nature de ses pensées, eh bien forcément elle continue à être manipulée par ses pensées. Il suffit d'un événement un peu malheureux pour que tout de suite, eh bien, elle perde complètement les bénéfices de la méditation. Alors que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, qui est durable, parce qu'une fois que vous avez cette vision claire de la réalité, de la nature des phénomènes, eh bien, on ne peut plus vous en déloger. C'est d'imaginer, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous avez un objet devant vous, et vous voyez que cet objet. Mais une fois que vous êtes mis au-dessus de cet objet, que vous voyez tous les autres, eh bien c'est fini. On ne peut plus vous raconter d'histoire, on ne peut plus vous dire qu'il n'y a plus que cet objet, il n'y a que cet objet. Les gens qui seront coincés dans cette vision, quand ils vous diront ça, mais vous leur direz, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous ne voyez pas. Et c'est exactement pareil. Et quand on a la méditation, quand on a vraiment la pratique, cette pratique essentielle, et c'est vraiment ce que ça apporte. Et ça change complètement la perspective de l'existence. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est vous avez tout un ensemble, parce que là on va venir ce que c'est vraiment la méditation. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est pas une pratique unique, c'est un véritable entraînement de l'esprit. Il y a 3 aspects qui sont fondamentaux. C'est le premier volet, c'est le développement de l'attention. Pourquoi le développement de l'attention? Parce que l'attention, c'est ce qui est enseigné depuis la nuit des temps. On ne parlait pas du tout de pleine conscience. Hein. Vous regardez aux origines, les grands sages depuis la nuit des temps parlent de l'attention. Pourquoi l'attention? Parce que l'attention, c'est une faculté naturelle qu'on possède tous. Et c'est quelque chose qu'on utilise sans arrêt, sans même le savoir. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, par exemple, je sais pas, votre enfant tombe malade, vous allez lui prêter de l'attention, vous allez être là avec lui, vous allez être là pour lui. Donc vous allez amener toute votre attention. Ce qui est très différent de la concentration. La concentration, vous focalisez sur un point et vous oubliez tout le reste. Là, vous êtes attentif. Dans l'attention, il y a une notion d'ouverture. Ce qui est très différent vraiment de la concentration. Et il y a surtout aussi cette notion de bienveillance. Et donc ça, c'est le premier aspect. Pourquoi cet aspect est très important? D'abord parce qu'on va développer une autre relation avec soi-même. On va apprendre à prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'on va développer cette attention envers soi-même. Et c'est ce qui faisait dire à Pema Chodron que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va se prendre en considération, on va s'occuper de soi, ce qui a strictement rien d'égoïste. Parce que j'entends des personnes qui me disent, mais moi, j'ai pas le temps. Enfin, ils trouvent que elles ont l'impression de ne pas s'occuper des autres quand elles s'occupent d'elles-mêmes. Je dis, mais
Comment vous faites pour vous occuper des autres si vous ne savez pas vous occuper de vous, si vous ne prenez pas soin de vous? C'est très différent du narcissisme, ou de l'égoïsme, hein, où on se préoccupe que de soi, que de la satisfaction de ses désirs, sans trop se préoccuper des conséquences que ça peut avoir. Là, on prend soin de soi, c'est-à-dire qu'on prend soin de la vie que nous sommes. Et si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas soin de votre corps, déjà commencer par le corps, si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez commencer à avoir des dysfonctionnements de toutes sortes, et vous allez vous traîner, arriver à un certain âge, vous commencez à avoir des désordres de plus en plus importants. C'est quelque chose évidemment, alors ça commence un peu à venir dans une culture, mais au niveau de l'esprit, c'est pareil. Si on n'apprend pas à éveiller ses potentiels, ses ressources, ses qualités humaines, elles ne vont pas s'éveiller toutes seules, et donc elles ne nous apportent rien. Alors que, au contraire, quand on éveille ses potentiels, eh bien, c'est finalement la vie qui se met à notre service. Et puis aussi, il faut pouvoir arriver à se défaire des causes de la souffrance. Mais je reviens à cette notion d'attention. Pourquoi elle est si importante? Parce que c'est elle qui va nous permettre de stabiliser notre conscience dans l'instant, c'est-à-dire là où nous sommes. Ce que vous pouvez voir, ça c'est un fait d'observation, c'est que notre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, autrement dit de suivre les pensées, et donc forcément les émotions qui vont avec. Et c'est pour ça qu'on prend de plein fouet toutes ces émotions. Une personne nous fait une remarque désobligeante, et on sent, soit on va garder ça pour soi, mais on va pas le vivre très bien, soit on va exploser. Comme disait un prêtre catholique d'ailleurs, il disait, soit vous explosez, vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez, vous faites les dégâts à l'intérieur. Et donc ça vous fait pas de bien. Alors que la pratique va nous permettre justement d'amener cette présence de plus en plus. En fait, vous allez développer une présence à vous-même, une présence de plus en plus forte, qui va devenir de plus en plus stable. Et plus vous allez pratiquer, moins vous allez vous laisser dévier. C'est-à-dire vous partirez de moins en moins dans les pensées. Les pensées vont continuer à exister, je vous rassure. Vous continuerez à avoir des pensées, vous continuerez à avoir des émotions, parce que parfois, j'ai vu sur certains des extraits vidéo qui apparaissent sur Internet, les gens râlent et disent « Ouais, vous vous rendez compte, mais les pensées, les émotions, c'est vachement important, etc. Faut pas les bannir. » Mais il n'est pas question de bannir les pensées et les émotions. De toute façon, on peut pas. Puisque le propre de l'esprit, c'est de produire la pensée. Donc ça, c'est une grosse bêtise qu'on voit très souvent. Les gens disent la méditation, c'est faire le vide. C'est impossible de faire le vide. Parce que le propre de l'esprit, c'est de produire la pensée. Donc la pensée, elle s'élève, mais c'est d'apprendre à ne pas suivre la pensée. C'est pas la même chose. C'est-à-dire de ne pas s'identifier. Et en fait, les pensées, quand le méditant a cette capacité à laisser s'élever les pensées, comme il va laisser passer des nuages dans le ciel, il ne va pas s'y agripper, et il va avoir cette présence. Et ça va faire que vous allez désamorcer en fait tous les effets indésirables qui sont liés aux pensées, aux émotions qui vont s'élever à la conscience. Ça va passer de plus en plus vite, et vous allez avoir ce sentiment vraiment de liberté, de décontraction. Ça fait un bien fou au niveau du corps. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 publications scientifiques sur les effets de la méditation, sur les effets anti-inflammatoires, sur les effets extraordinairement bénéfiques au niveau du corps, puisque ça entraîne une normalisation de la pression artérielle, donc une diminution les échanges se font beaucoup mieux, le cœur bat plus calmement. Enfin, il y a plein d'effets comme ça, puis un ralentissement cérébral qui fait que, non pas on ne devient pas un peu stone, mais au contraire, il y a toujours cette présence, mais ça entraîne forcément un apaisement. Et on sait que ces ondes qui sont beaucoup plus lentes, les ondes alpha, voire des ondes θ, mais ça demande beaucoup d'entraînement, participent très largement à notre équilibre psychologique. Elles ont un effet dénévrotisant. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on découvre dans la méditation, mais c'est pas le seul. Donc là, on acquiert cette présence, cette stabilité de plus en plus forte. Mais comme disait ce maître dont je vous parlais, Shimon Rinpoché, vous expliquait que l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, puis l'autre qui tire en arrière. Et c'est quoi le moteur qui pousse en avant? Bien, ce sont nos aspirations. On aspire tous au bonheur, on aspire à avoir une vie heureuse, accomplie, épanouissante, à travers nos relations, à travers notre métier, à travers nos projets, à travers tout ce qu'on entreprend. On aspire à... j'imagine que tous, si vous entreprenez quelque chose, c'est dans l'idée
d'avoir du bonheur, de connaître du bonheur, de faire des enfants, de vous marier, accessoirement, et puis ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, il y a ce moteur qui tire en arrière. Et c'est quoi ce moteur qui tire en arrière? Eh bien, ce sont nos perceptions, c'est-à-dire nos peurs, la culpabilité, tous les a priori, toutes les croyances dans lesquelles on est enfermé aussi, et qui conditionnent notre existence. Et on est toujours dans cette lutte perpétuelle. Et ça s'arrange d'autant pas que on est dans une culture du paraître. Et dans cette culture du paraître, eh bien, on se bagarre sans arrêt avec soi-même, parce que comme on essaie de paraître tout le temps, on s'attache, on essaie de donner une certaine image de nous-mêmes, et dès que quelque chose se manifeste à la conscience qui n'est pas en rapport avec cette image qu'on veut donner, eh bien, on essaie de mettre un couvercle dessus, on se bagarre avec nous-mêmes, et on n'est pas du tout à l'aise, et on ne peut pas se détendre, c'est impossible. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc, dans ce deuxième volet de la méditation, on va découvrir des antidotes et des postures mentales. Si dans le premier niveau, on a entraîné notre esprit à gagner en stabilité, en tranquillité aussi, en sérénité, néanmoins, ça reste fragile, ça ne suffira pas. Donc on va aborder un certain nombre d'aspects, et on va découvrir ce qu'on appelle les pratiques relatives. Alors qu'est-ce que c'est que les pratiques relatives? Parce que vous avez les pratiques relatives et les pratiques absolues. Les pratiques relatives, en fait, elles vont nous aider à construire ce qu'on pourrait appeler un ego sain, c'est-à-dire d'avoir confiance en soi, d'avoir une bonne estime de soi, etc. Donc ça, c'est l'aspect, c'est les pratiques relatives. Et les pratiques absolues, elles vont nous aider à révéler notre véritable nature, ce que nous sommes par nature. Alors pour vous aider, je vais essayer de vous donner une image. Essayez d'imaginer que vos pensées, vos émotions sont représentées par les nuages. Et le bleu du ciel, c'est votre vraie nature. Donc, on va essayer de faire en sorte, avec les pratiques relatives, d'avoir des nuages qui soient plus supportables, qui aient moins d'obscurité. Et puis, mais c'est qu'une image, hein, ça vaut ce que ça vaut, je suis désolé. Et puis, les pratiques absolues, elles vont nous aider à accéder directement au bleu du ciel, de réaliser ce que nous sommes vraiment par nature, et de ne plus être enfermé dans ses pensées et ses émotions. Mais on se rend compte que quelqu'un qui manque d'estime d'elle-même, qui n'a pas assez confiance en elle, qui n'a pas acquis assez de stabilité, c'est très difficile d'accéder, parce qu'on pourrait se dire, on va directement voir le bleu du ciel. En fait, on se rend compte que ça constitue des obstacles. Et donc, il faut déjà s'occuper des obstacles. Alors, vous avez des pratiques, très belles pratiques, par exemple, dans ce deuxième niveau de la pratique, de la démarche, ce qu'on appelle le sourire intérieur. C'est une très belle pratique qui va vous permettre de retrouver déjà la noblesse des sentiments. Je trouve que c'est ce qui donne toute cette profondeur, toute cette dimension à cette pratique. Et vous allez être dans la même position qu'un adulte par rapport à un enfant. Imaginez un enfant qui est en train de, je sais pas, faire ses devoirs, puis vous le voyez s'énerver, et vous, en tant qu'adulte, vous êtes capable de voir avec une certaine distance ce qui arrive à ce bout de chou, et vous allez manifester un sourire. Un sourire, c'est un sourire pas moqueur, c'est un sourire de tendresse, c'est un sourire de compassion à l'égard de votre enfant. Et c'est cette même compassion qui va vous amener à aller aider votre enfant. Eh bien, vous allez faire la même chose avec vous-même. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand, je sais pas, on a eu des sauts d'humeur, on s'est laissé emporter, eh bien, on va avoir une attitude auto-jugeante à son égard. On va s'en vouloir, ou alors on va détester l'autre parce qu'on s'est emporté nous-mêmes, dire que c'est de la faute à l'autre s'il avait qu'à pas m'énerver. Souvent, c'est des fois ce qu'on dit. Mais bon, ça ne crée rien de très heureux. Alors que là, grâce au sourire intérieur, on va être capable de se regarder avec ce détachement. On va regarder je vous parlais des perspectives que nous offre la méditation. Eh bien, on va avoir cette perspective de regarder avec cette saine distance salutaire, nos propres émotions, nos propres égarements, et on va être capable de sourire intérieurement, d'avoir ce sourire de tendresse à l'égard de soi-même. Et ça va changer complètement le rapport qu'on a avec nous-mêmes.
et on va développer cette forme de tendresse à l'égard de soi, cette indulgence aussi qui est assez indispensable parce que souvent on est très dur avec soi. Alors il ne s'agit pas d'excuser ce qu'on fait, les choses ont des conséquences et il faut pouvoir les assumer, mais pratiquer l'auto-jugement, ça va nous amener vers un manque d'estime de nous-mêmes. Et donc, on va avoir une piètre idée de nous-mêmes, on va perdre le sens de notre propre valeur personnelle. Et donc, c'est pas très sain. Ensuite, on va aborder, et ça c'est un sujet crucial, parce que c'est très présent dans notre culture occidentale, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est un vrai poison. Et si on ne s'en occupe pas, ça va nous empoisonner vraiment l'existence. Parce que ça entraîne de l'anxiété, ça entraîne des angoisses, ça nous amène vers des comportements perfectionnistes, destructeurs, autodestructeurs, voire même parfois la culpabilité peut nous pousser au suicide. Alors j'entends parfois des choses invraisemblables, des personnes qui me disent mais vous vous rendez compte, si vous déculpabilisez les gens, ça va les déresponsabiliser. Mais depuis quand la culpabilité rend les gens responsables? C'est tout l'inverse. Au contraire, puisqu'on a honte. Quand on est coupable, on a honte de ce qu'on a fait, on s'en veut, et on est beaucoup plus en difficulté pour reconnaître ses erreurs. Alors que quelqu'un qui, au contraire, est libre de la culpabilité, est beaucoup plus à l'aise pour reconnaître que ce comportement n'était pas très heureux, et qu'il va être beaucoup plus attentif, il va tirer bénéfice de son expérience, il va apprendre de son expérience, alors qu'avec la culpabilité, on n'apprend rien du tout. On repart avec un auto-jugement parfois sévère, et on ne tire aucun bénéfice. Et se libérer de la culpabilité, c'est pas de la tarte, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans notre inconscient collectif. Ça fait des millénaires qu'on se trimballe cette pensée manichéenne qui nous bouffe la vie. Donc, je tenais absolument à développer cet aspect qui n'est pas tellement développé chez les bouddhistes, parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est que la culpabilité, puisqu'il n'y a pas de mot pour traduire culpabilité. Donc ils savent ce que c'est que le regret, mais culpabilité, ils ne savent pas trop. Donc, et donc j'ai pensé qu'il fallait vraiment aborder ce sujet qui me paraissait crucial. Donc on vous donne des clés pour arriver à vous défaire de ce poids de la culpabilité. Ensuite, eh bien, vous allez apprendre à mettre en lumière vos capacités, à mettre en lumière vos ressources, parce que vous en avez, elles sont inhérentes à votre esprit. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'inventer, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de travailler, on a juste besoin de les mettre en lumière, de commencer. Alors, au début, il faut un peu les repérer, parce que on est tellement habitué à s'auto-juger. Eh bien, on va apprendre à mettre en lumière ces ressources, et ça va renforcer notre confiance en nous-mêmes, parce que le manque de confiance, quelque part, c'est aussi un manque de conscience de soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience de ses ressources, de ses potentiels, de ses capacités, et donc on va mettre en lumière ce potentiel. Et on va apprendre aussi à poser un regard très différent sur ce qu'on considère comme nos défauts. Et on va voir, comme disait un philosophe, qualité, c'est un défaut qui sait se rendre utile. Et donc, vous allez apprendre à poser un regard très différent sur vous-même, et vous allez voir que ça va apaiser, ça va vous aider à prendre de la hauteur, de la distance, et donc d'avoir une autre perspective, comme je le disais tout à l'heure, et c'est ce qu'apporte vraiment la méditation, c'est ces perspectives beaucoup plus vastes, d'autres possibilités que vous n'avez pas en état ordinaire, dans votre mode de pensée ordinaire. On parlait de réaliser ses aspirations, eh bien, il y a une pratique extraordinaire que je trouve fantastique, qu'on trouve d'ailleurs quelque part j'ai trouvé nulle part ailleurs, parce qu'on va vous montrer comment favoriser la réalisation d'un objectif, et vous allez découvrir toutes les clés, c'est-à-dire qu'on va vous montrer comment vous libérer de la culpabilité, parce que souvent la culpabilité, ça vous empêche, parce que si au fond de vous pensez ne pas mériter une chose, comment vous allez vous l'accorder? Ça va être très difficile. Et là, on va vous montrer comment neutraliser ça, on va vous montrer comment faire exister cette aspiration en vous, parce que si ça n'existe pas en vous, il n'y a aucune raison que ça se manifeste à l'extérieur, donc il faut que ça vive en vous, donc on vous montre comment canaliser vos énergies pour favoriser la réalisation de cette aspiration. C'est un très bel exercice aussi. Donc vous voyez, on vous donne plein de perspectives, et c'est ça la méditation. C'est tout cet entraînement de l'esprit qui est quelque chose de magnifique, qui met vraiment de la magie dans votre vie.
Ensuite, on va évidemment découvrir, parce que ça, on ne pourrait pas les éviter, les pratiques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques extraordinaires quand on sait les utiliser. Je vois malheureusement beaucoup d'auteurs qui confondent la visualisation et l'imagerie mentale, ce qui n'a strictement rien à voir, c'est pas la même chose. Et la pratique de la suggestion aussi, quand on sait correctement l'utiliser, ça n'a rien à voir avec un lavage du cerveau, c'est au contraire, c'est une façon très habile d'activer des potentiels en nous. Et on voit des exercices pour renforcer la confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Comment est-ce que vous voulez réaliser vos projets si vous doutez de votre capacité à les mener à bien? Comment vous voulez avoir des relations épanouissantes avec les autres si vous doutez de votre capacité à apporter quoi que ce soit à la relation, à apporter à l'autre aussi? Et dans votre vie sociale, c'est exactement pareil. Donc la confiance en soi, c'est vraiment une des très grandes clés de la réussite d'une vie. Quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de réussite professionnelle, mais de réussite dans son sens le plus large possible. Et tout ça est sous-tendu, évidemment. Pour réaliser tout ça, on a besoin d'une motivation forte, parce que quelqu'un qui manque de motivation, eh bien, le moindre obstacle, tous ces obstacles sont autant d'excuses pour abandonner pourtant ce qu'elle désire réaliser au fond d'elle. Et donc on vous montre comment donner de la puissance à ce moteur, parce que finalement c'est cela, la motivation, c'est un moteur. Il faut savoir lui donner de la puissance pour qu'il puisse avancer et vous donner des ailes pour vos réalisations dans votre existence. Et on termine sur un très bel exercice qui vous aide à légitimer vos aspirations. Donc ça a encore un effet très déculpabilisant. Et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit. Et là, on arrive aux pratiques absolues. Alors là, on va trouver tous les fondamentaux de la méditation, notamment la méditation sur la véritable nature des phénomènes, parce que si vous voulez vraiment vous défaire de vos pensées, de vos obstacles, si vous ne les identifiez pas, si vous n'identifiez pas leur vraie nature, eh bien, elles continuent à vous manipuler. Vous voyez, on entend souvent parler du pouvoir de la pensée. En réalité, c'est une information qui n'est pas complètement vraie. Elle est vraie tant qu'on ne sait pas qu'elle n'a pas de pouvoir. En fait, une pensée, elle est insubstantielle. Et je ne dis pas ça, c'est pas une croyance, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment vérifier par vous-même, parce que quand vous aurez, je vous souhaite d'avoir les outils pour méditer sur la vraie nature des pensées, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement un état de fait. C'est qu'une pensée est totalement insubstantielle. Elle n'a aucun pouvoir. Elle a seulement le pouvoir que vous lui donnez. Donc elle a un pouvoir, mais le pouvoir que vous lui donnez. Et tant que et son pouvoir, elle le détient d'autant plus que la pensée est ignorée par la conscience. Et c'est ce qui faisait dire au célèbre professeur Jung, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et c'est ce qui faisait dire aussi à Phineas Kimby, ce philosophe américain, que votre vie, finalement, n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Et donc, finalement, votre vie, elle est complètement conditionnée par la perception que vous avez de la réalité, et non pas par la réalité, par les faits. Alors vous allez me dire, une personne qui vous agresse, une personne, effectivement, elle influence votre existence. Oui, mais en réalité, c'est comment vous allez regarder cet événement. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Aldous Huxley, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Parce que si c'était l'expérience qui conditionnait notre existence, toutes les personnes qui vivent la même chose devraient avoir le même destin, vivre les choses de la même façon. Et pourtant, on sait très bien que face aux mêmes circonstances, vous allez avoir, vous mettez 10 personnes devant, vous allez avoir 10 réactions différentes. Et ces réactions, pourquoi ces réactions sont différentes? Parce que personne n'a la même perception de la situation. Et c'est bien cette perception qui conditionne, en fait, notre avenir, parce que c'est notre façon de regarder les choses. Et si on commence à prendre de la hauteur par rapport à soi-même, par rapport à ses perceptions, eh bien ça peut tout changer. Et là, vous avez des clés extraordinairement puissantes, parce qu'en méditant sur la vraie nature de vos pensées, c'est un peu comme si vous arriviez, je reprends l'image que j'avais donnée tout à l'heure, vous avez d'un côté les pensées, les émotions qui sont représentées par les nuages, et de l'autre côté, vous avez le bleu du ciel. Eh bien, c'est comme si vous étiez capable de dissoudre par la méditation, de dissoudre les nuages qui vous permettent d'accéder au bleu du ciel. Et c'est pour ça on dit que ce sont des pratiques absolues. Et vous avez des voies d'accès à votre vraie nature, comme l'amour, la compassion. Mais quand on parle d'amour et de compassion,
en Occident, ça pose un vrai problème, parce que on a un héritage romantique. Donc, comme disait Dalai Lama, je ne connais rien de plus à l'opposé de l'amour que le romantisme, parce que dans le romantisme, vous n'aimez pas l'autre, vous aimez l'image que vous faites de l'autre, et vous êtes très attaché à cette image. Et gare si cette image, elle change, c'est que comme tout le monde change, ça crée des perturbations. Dans la compassion, en fait, c'est quelque chose de très inconditionnel, c'est-à-dire que l'objectif de la compassion, c'est... Maintenant qu'on a clairement reconnu que ce qui crée la souffrance, c'est bien mon esprit, ce sont bien ces émotions destructrices parfois qui viennent trahir ma sérénité, et donc je vais aspirer à me libérer de ce que les bouddhistes appellent des toxines mentales, de me libérer de ces toxines mentales. Donc je fais acte de compassion à mon propre égard. Là, je pratique la compassion à mon égard, c'est-à-dire je souhaite pouvoir me libérer de ces tendances destructrices. Et l'amour, c'est de souhaiter aux autres et à soi-même de s'établir dans les véritables causes du bonheur, que sont la bienveillance, l'amour, la compassion. Alors pourquoi je vous dis ça? J'ai l'air d'affirmer que l'amour, c'est la cause du bonheur. Essayez d'imaginer, de vous rappeler un moment où vous étiez plein de colère. Est-ce que vous étiez heureux? Ou plein de peur? Est-ce que vous étiez heureux? Ou plein de jalousie? Est-ce que vous étiez heureux? Non, vous êtes obligé de faire le constat que ces émotions négatives, destructrices, n'apportent pas de bonheur. Maintenant, essayez d'imaginer, de penser à quelqu'un que vous aimez bien, ou un petit enfant. C'est d'imaginer un petit enfant, c'est plus inconditionnel d'ailleurs, un petit enfant, surtout si c'est pas le vôtre encore. Essayez d'imaginer un petit enfant. Essayez d'imaginer, voilà, il est en train de jouer, il s'amuse, vous voyez cet enfant joyeux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à lui? Vous avez un élan de tendresse, naturel, spontané. Et en fait, c'est même pas calculé, parce que c'est pas votre enfant, mais c'est spontané. Et on va émaner à ce moment-là de l'amour et de la compassion. On va vraiment souhaiter à ce bout de chou d'être heureux, etc. On est capable de le faire. Et ça émane de notre esprit. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Eh bien, on ressent du bonheur. On ressent de la joie. On ressent du plaisir. Et donc, on a tout intérêt à cultiver l'amour, la compassion et la bienveillance, parce que c'est ce qui va nous maintenir dans un état de bonheur. Et vous vérifiez systématiquement les personnes qui cultivent de manière authentique, pas faire semblant, parce que c'est faire semblant, je suis gentil avec tout le monde, j'essaie de plaire à tout le monde, mais en réalité, oui, c'est ça, vous cherchez à plaire à tout le monde, parce que vous voulez être aimé, mais ça c'est pas de l'amour. Alors que dans l'amour, il y a cette attitude spontanée qui émane de vous. Et si vous savez le cultiver, et c'est pour ça que c'est important de commencer par soi. Vous allez commencer par vous, puissais-je me libérer des causes de la souffrance, que sont justement mes propres obscurcissements mentaux, et puissais-je m'établir dans les véritables causes du bonheur. Ça, c'est l'amour, c'est la bienveillance. Et après, on va être capable davantage de souhaiter aux autres, et on va élargir de plus en plus notre capacité à manifester de la bienveillance. Et plus... J'anime régulièrement des méditations collectives, je leur dis, mais regardez, réalisez que lorsque vous manifestez de l'amour, de la compassion, vous êtes le premier bénéficiaire, vous baignez dedans. Vous baignez dans l'amour que vous émanez. Vous n'avez même pas besoin de donner, je parle d'émaner. Vous êtes comme une fleur le matin qui s'ouvre et qui libère son parfum. Et là, vous libérez, parce que ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de forcer à faire. C'est quelque chose qui émane lorsque vous êtes suffisamment ouvert. Mais ça demande un peu de pratique. Alors vous vous dites, parce que j'entends régulièrement, les gens disent, mais l'humain, il est destructeur, il est mauvais, etc. Mais oui, parce qu'il est identifié à ces satanés nuages, ces obscurcissements mentaux qui l'empêchent de voir sa vraie nature. Et donc, comme il est enfermé dans cette bulle de croyances, d'idées et de perceptions, ben forcément qu'il est destructeur. Il est un peu comme quelqu'un qui est drogué et qui tape contre tout le monde sans savoir ce qu'il fait. Et on est complètement enfermé là-dedans. Je ne suis pas en train d'excuser ce que font les gens. Les gens sont responsables de ce qu'ils font. Et vous aussi d'ailleurs. Donc voilà. Et là, dans ce troisième niveau, vous avez 12 clés comme ça, qui sont absolument superbes. Vous avez des pratiques, je ne peux pas toutes vous les décrire, mais on vous montre comment, de manière très directe, vous pouvez entrer en phase avec votre vraie nature directement. Et c'est quand je transmets cette pratique en stage, mais on n'entend plus personne. Il y a un silence, mais un beau silence. Un silence, c'est superbe.
Parce que les gens réalisent qu'il n'y a plus rien à dire. C'est tellement... Alors on aborde aussi, évidemment, dans ce troisième niveau, la notion de la mort, parce que c'est un sujet qui est indispensable, parce qu'on vit dans notre culture comme si on n'allait jamais mourir. Hein. Quand ça arrive, on est complètement désarçonné. Donc, et la mort fait partie de la vie, c'est inclus dans le contrat. Dès que vous naissez... eh bien, à un moment, vous allez devoir partir, vous faites juste un passage. La question, c'est de savoir, entre votre naissance et votre mort, qu'est-ce que vous allez y mettre ? À quoi va ressembler votre vie, pour que vous puissiez partir sans regret, partir en paix, d'avoir le sentiment d'avoir fait ce que vous aviez à faire, et déjà de vous être occupé de vous, et de d'apporter cette bienveillance que vous vous donnez à vous-même, de pouvoir le donner autour de vous. Vous voyez, une fleur, elle ne se demande pas si elle doit parfumer tout le monde. C'est dans sa nature. Eh bien, c'est dans notre nature de pouvoir émaner de la bienveillance, à condition qu'on se libère de ces obscurcissements mentaux et qu'on laisse passer la lumière. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Et maintenant, après, je vais vous parler, si ça vous intéresse, d'accéder à ces cours. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment y accéder. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein, je ne cherche pas à ce que vous accédiez à ce genre de choses. Si ça vous, bon, je peux imaginer que vous êtes là parce que ça vous intéresse, que vous avez envie d'accéder à des clés. Mais je ne voudrais pas que vous preniez ça à la légère, parce que c'est vrai qu'on est dans une culture où on aime bien butiner, on aime bien faire des choses et on fuit l'effort. Mais ce que je trouve dommage, c'est que, parce que quand j'étais en cabinet, je disais aux gens, bon, bah maintenant vous allez pratiquer tous les jours. Les gens me regardaient comme ça, ils disaient, oh, il faut pratiquer tous les jours. Et au début je comprenais pas, parce que pour moi c'était tellement un plaisir, et j'ai vite compris en fait ce qui s'est passé, c'est que dans notre culture, c'est extraordinaire, on a tendance à associer effort et contrainte. Effort égale contrainte. Pourtant, vous regardez un enfant qui joue, mais il fait un effort, mais il joue, il s'amuse. Et on a perdu, je crois qu'on est tellement imprégné du truc, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, on a l'impression qu'il faut en baver dans tout. Et moi, quand j'ai découvert les bouddhistes, les Tibétains, ils parlaient de l'effort joyeux. Et je me suis dit, mais c'est fantastique. Et vous allez pratiquer joyeusement. Donc, comme je me plais à le dire aux personnes qui viennent me voir, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, cette démarche, un quart d'heure, 20 minutes par jour, cette démarche, elle est faite pour vous, parce que vous allez vous faire plaisir. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. Quand je disais à ces personnes, quand elles venaient en stage, vous allez y trouver ce que vous y mettez dans le stage. Et on voit la différence, les gens, quand ils commencent à mettre de la bienveillance, ils mettent de l'amour, ils mettent du respect, mais ça rayonne, ça transpire, et on finit un stage, mais dans la bienveillance, et c'est absolument superbe. Après, il faut le maintenir par la pratique, parce que c'est pas parce que vous venez en stage que ça va transformer votre vie. Si vous ne mettez pas en application, ça ne sert à rien. Et là, les cours, c'est vraiment la mise en application de ça. Et bien là, c'est pareil, si vous mettez de la joie dans la pratique, si vous mettez du plaisir, qu'est-ce que vous allez récolter ? Du plaisir. Vous allez avoir du plaisir. Même si vous rencontrez des moments un peu plus difficiles, parce que bon, ça réveille des choses qui ne sont pas toujours très agréables, mais vous avez les outils pour y arriver. Et si vous pratiquez dans le plaisir, bien vous aurez envie de pratiquer plus souvent, et vous le ferez très naturellement, et ça va s'inscrire dans votre mode de vie. Alors, le temps. Ça, c'est un truc extraordinaire en Occident. Les gens, ils n'ont pas le temps. Ça me rappelle juste une petite histoire, c'est un lama tibétain que je fréquentais, puis il est allé voir son maître, puis il lui dit « Qu'est-ce que tu penses des Occidentaux ?» Et puis il répond « Ils perdent leur temps. » Mais comment ça, ils perdent leur temps ? Ils sont tellement occupés, ils ont tellement de choses à faire, comment ça, ils peuvent perdre leur temps ? Il dit « Oui, ils perdent leur temps, ils ont pas de temps pour les choses essentielles. Ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas de temps pour les choses essentielles. C'est-à-dire s'occuper de leur bonheur. Et pourtant, ils courent après tout pour essayer de trouver du bonheur, mais ils ne le trouvent jamais. Parce qu'effectivement, ils le cherchent à l'extérieur. Le bonheur, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur. Donc, et c'est pour ça qu'ils disaient qu'ils perdent leur temps. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais très jeune, j'étais bénévole et je faisais de l'accompagnement aux mourants. Et puis, je venais voir un homme qui était chef d'entreprise, qui était atteint d'un cancer du foie, qui s'était généralisé. Et il me racontait tous ses voyages, parce qu'il voyageait énormément. Il allait partout dans le monde, il avait vu plein de choses. En une vie, il a vécu plusieurs vies en une seule vie. Tous les voyages qu'il a fait, c'était... Et pourtant, il manifestait beaucoup de regrets. Et je ne comprenais pas. Et je disais, mais je ne comprends pas, vous avez vécu tellement de choses.
Il me dit, mais j'étais pas là. Je courais partout, je courais dans tous les sens, je faisais plein de choses, mais il dit, je n'étais pas là. Je n'ai pas bénéficié de mon existence. J'ai pas pris le temps de vivre. J'ai pas pris le temps avec ma femme, j'ai pas pris le temps avec mes enfants, j'ai pas pris le temps, j'étais toujours affairé, j'avais toujours en train de courir après mille et une choses, et ma vie était pleine d'urgence aussi. Et malheureusement, il est mort comme ça. Alors que j'ai vu une autre personne, bon, je ne vais pas vous raconter, parce que ça va prendre du temps, mais qui était d'un rayonnement extraordinaire, et c'était quelqu'un qui pratiquait la méditation. Et c'est là où vous voyez la différence, que même face à la mort, ça vous apporte une toute autre perspective, une toute autre dimension. Et vraiment, du fond du cœur, je vous souhaite vraiment d'acquérir ces outils, parce que, et ce que je disais tout à l'heure, on est tellement plein d'urgence, on n'a tellement pas le temps de s'occuper de soi, et finalement de réaliser, de construire son bonheur. Alors ça inquiète les gens, parce qu'ils se disent, ouais, mais si je délaisse ça, parce qu'il faut bien que je vive, il faut bien que je rentre de l'argent. Ben oui, mais moi aussi, il faut que je me nourrisse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, parce que vous allez construire votre vie à partir de votre sérénité. C'est votre sérénité dont vous devez vous occuper. Parce que vous allez construire des choses sereines. Que croyez-vous qui va naître de l'agitation ? De l'agitation va naître de l'agitation. Et pas autre chose. Vous ne pouvez pas voir naître de la paix à partir de l'agitation, c'est pas possible, ça a non-sens. Alors que quand vous êtes en paix, en plus votre esprit ordonne mieux ses pensées. Vous êtes beaucoup plus créatif, vous avez beaucoup plus d'idées qui se manifestent. Et vous êtes capable de remettre de l'ordre dans votre esprit, même après un coup dur, même après les difficultés. Vous avez cette capacité extraordinaire de prendre de la distance, de faire la part des choses. Et ça n'a plus rien à voir. Alors que si vous construisez donc votre vie à partir de cet état de tranquillité, de cet état de paix, eh bien, va émerger des choses. Vous allez avoir des relations beaucoup plus heureuses, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus paisibles. On sait que les couples qui tiennent dans la durée sont des couples calmes. Ce sont des gens qui sont capables d'échanger calmement, d'avoir des rapports beaucoup plus cordiaux, beaucoup plus sains. Et ça tient dans la durée, parce que si vous êtes bien avec quelqu'un, pourquoi vous le quitteriez ? C'est parce qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de tensions, ça devient insupportable, on se reconnaît plus et c'est pas très heureux. La méditation va rayonner surtout sur votre travail, dans vos relations avec vos enfants. J'ai vu des personnes qui étaient complètement coupées de leurs enfants. Je leur disais, mais mon Dieu, quelle tristesse. Et je leur ai dit, avant d'aimer vos enfants, de vouloir régler votre problème avec vos enfants, là, il serait temps déjà de vous occuper de vous, de votre paix, de votre bonheur. Quand vous irez mieux, vous verrez que vous deviendrez une terre d'accueil pour vos enfants, et ils pourront revenir vers vous. Mais pour l'instant, vous êtes plein d'attentes, plein de récriminations, plein de peur, plein de tristesse, et tout ça vous empêche d'avoir cette relation saine et heureuse avec vos enfants. Et quand ils font ça, il y en a qui en reviennent même pas. Et une personne qui me disait, mais je m'y attendais pas, mon enfant qui m'envoie, ça faisait des années que je l'avais pas vu, qui m'envoie un SMS. Et dès qu'elle avait commencé à retrouver, être en paix avec elle-même, qu'elle allait mieux, qu'elle avait même à la limite accepté que ses enfants ne reviennent pas, donc elle s'était libérée de ses attentes, et hop, tac, le SMS qui arrive juste à ce moment-là, sa fille qui lui dit « Coucou, maman, comment tu vas ?» C'est quand même magique. Vous voyez, c'est quand je dis que vous avez des ressources, c'est extraordinaire, mais ça n'a rien, que je dis c'est magique, mais en réalité ça n'a rien de magique, c'est juste cohérent. Et cette notion de cohérence est très importante, parce que vous ne pouvez pas, c'est Einstein qui disait, la folie, c'est d'espérer obtenir des résultats différents en continuant à agir de la même façon. Vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui si vous continuez à penser de la même façon, à agir de la même façon et à vous exprimer de la même façon. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Donc si vous ne décidez pas un jour de commencer à changer ça et de vous accorder une autre perspective, eh bien, vous allez continuer votre vie. Parce que la vie, c'est une continuité. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions qui ont précédé ce moment que vous vivez maintenant. Ce moment que vous vivez maintenant, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions qui ont précédé ce moment. Et donc votre vie, c'est la juste continuité de ce qui l'a précédé. C'est ce qui faisait dire à Bouddha, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'inquiéter pour demain. Ce qui est important, c'est de regarder ce que vous faites aujourd'hui pour que demain soit différent. Mais si vous continuez à faire exactement la même chose aujourd'hui,
Ben, demain, ce sera exactement pareil. Et vous aurez beau vous inquiéter, vous aurez beau vous en vouloir, vous aurez beau nourrir toutes sortes de sentiments négatifs, ça ne va pas améliorer les choses, au contraire. Donc il y a un moment, il convient de se décider, de se dire maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement pour que ma vie change? Et c'est pas changer extérieurement, c'est au niveau de l'état d'esprit, de la façon de voir, de percevoir les choses. Parce que si vous continuez à nourrir de la négativité, à l'entretenir même en secret, ça va pas améliorer les choses. Et chaque fois, ça se vérifie. Vous verrez, on va vous laisser des témoignages après cette conférence qui sont magnifiques. Je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, parce que c'est... Et on a pléthore comme ça, on vous donnera une page où vous pourrez accéder à voir tous ces témoignages, et on en a plein, on n'a même pas pu tous les mettre sur la page, on en a des centaines, et c'est magnifique, ces gens, et ils ont accepté, vous voyez, c'est grâce à cette relation qu'on a, on leur a pas mis le couteau sous la gorge pour témoigner, ils ont souhaité témoigner parce qu'ils se sont dit, il faut que les gens sachent ce qu'on peut réaliser dans son existence. Et ça, vous pouvez le réaliser aussi. Non, je vais répondre à vos questions. Dans votre livre, Quand la vague réalise qu'elle est l'océan, vous partez du postulat que nous sommes positifs par nature. Pourtant, le monde est rempli de méchantes personnes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, je crois que j'ai répondu à cette question, si vous avez bien compris. Quand j'ai parlé des nuages que représentent nos pensées et nos émotions, et le bleu du ciel, c'est qu'on est enfermé, en fait, dans nos perceptions. On est complètement, et les gens que vous appelez dites méchants, mais ça c'est un concept qui est complètement relatif, c'est dans quel contexte, etc. Mais ces personnes qui, on va dire, je préfère dire destructrices, vous avez des personnes qui sont destructrices, mais parce qu'elles sont enfermées dans une logique de vie, elles sont enfermées dans ces perceptions. Donc il n'y a pas des méchantes personnes, des mauvaises personnes, il y a des personnes qui sont enfermées dans leurs croyances, dans leurs idées, comme nous tous d'ailleurs. Même la personne bien pensante, elle est parfois enfermée dans ses croyances. Et encore une fois, c'est quelque chose de relatif. Et si je ne pensais pas qu'on pouvait se libérer de ça, je ne serais pas là à vous parler de ça, parce que j'ai vu des gens... Je vais même vous raconter... il y avait une personne qui est venue voir, et qui, au bout d'un certain temps, il pratiquait... C'était un homme, qui avait un visage très sévère, et c'était un haut gradé, dans l'armée, et alors c'était même étonnant parce que je sentais évidemment que c'était quelqu'un qui avait je sentais que c'était quelqu'un qui aimait bien tout contrôler, qui aimait pas qu'on lui dise ce qu'il avait à dire, donc je sentais, et puis bon, je l'ai laissé faire, et pourtant à la fin du premier non, on est arrivé au deuxième niveau de la formation, il est venu me voir, il m'a demandé un entretien, et il m'a avoué quelque chose de terrible. Il a dit qu'il, pendant longtemps, il avait battu sa femme. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il avait entrepris cette démarche, parce qu'il n'en pouvait plus. Et j'ai vu cet homme pleurer. Alors qu'on aurait pu le taxer de dire que c'est un méchant homme. Et c'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas acceptable. C'est quelque chose qui peut être tout à fait condamné. Mais la question n'est pas là. C'est que cet homme a eu le courage de se remettre en question. Il a eu le courage d'entreprendre cette démarche. Et il a eu le courage de pleurer devant moi, alors que en plus j'étais plus jeune que lui, et de m'avouer ses fautes. Et à partir de là, il a continué, il a suivi tous les cours. C'est un homme complètement transformé. Donc ça montre qu'on peut arriver à cette transformation. Donc si vous avez ça en perspective, tant que vous êtes enfermé dans cette notion de bien et de mal, c'est-à-dire qu'il y a les bons et les mauvais, alors nous évidemment on va se placer évidemment parmi les bons, parce que je veux dire, bon, j'ai pas commis de crime, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais bon, on a certainement tous des choses à se reprocher, et puis évidemment, et puis il y a les mauvais, donc et là on crée une dualité, et on s'empêche nous-mêmes, en ayant cette vision manichéenne du bien et du mal, on s'empêche nous-mêmes de pouvoir se transformer, parce que on va dire ça c'est mauvais en moi. On va avoir la même attitude à l'égard de nous-mêmes. Ça c'est mauvais en moi. Donc et du coup on va le condamner. Et en le refoulant, on ne peut pas s'en libérer. Donc il faut faire très attention à cette façon de penser. Elle est très restrictive. La formation nous permettra-t-elle de devenir entièrement autonome dans la pratique? Mais oui, c'est même le but. Moi, je ne veux pas que les gens dépendent de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour que vous dépendiez de moi et que je ne suis pas...
moi j'adore la liberté, j'ai toujours voulu être libre, et aujourd'hui je suis libre, et j'ai envie d'apporter de la liberté aux gens. Donc oui, vous allez être complètement autonome, du début à la fin. Vous allez suivre, évidemment, il y a une façon de faire, vous allez être accompagné, c'est un accompagnement, mais vers la liberté, vers l'autonomie. Oui, déjà, méditation guidée, c'est presque contradictoire. Alors nous, au début, on guide, mais normalement, la méditation, la première chose, comme j'en ai parlé, la première chose qu'on fait dans la méditation, c'est d'éveiller notre attention. Si vous êtes guidé, comment vous faites pour éveiller votre attention? L'attention, pour pouvoir pratiquer correctement la méditation, vous allez devoir éveiller votre attention. Donc vous allez apprendre à être attentif à vous-même, à votre corps, à votre souffle, à plein de fonctions physiologiques, attentif aux pensées, etc. Et c'est pour ça on vous donne une structure de cours pour vous entraîner et devenir complètement autonome. Donc même s'il y a des enregistrements, il s'agit de ne pas dépendre de le faire sans. Pour se libérer des émotions négatives, il faut que je trouve la racine de ma souffrance. Comment faire? Ça, c'est très occidental. Et je me reconnais un peu dans mon passé, parce que comme j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai essayé de trouver pourquoi j'ai de la colère, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. Quand vous allez méditer, ça va quelque part s'imposer à vous. Mais d'abord, la première chose à faire, avant de comprendre la racine de votre souffrance, c'est de prendre déjà de la hauteur, de prendre de la distance. Parce que tant que vous êtes collé dedans, vous ne pouvez pas agir correctement. C'est un peu, essayez d'imaginer la personne qui est en train de faire un dessin, qui est en train de faire un tableau, enfin je sais pas, une peinture, et puis elle est trop près pour apprécier ce qu'elle est en train de faire. Donc elle va se détacher. C'est ce qu'on fait quand on dessine. On se détache suffisamment, et là on se dit, ah tiens, je suis en train de m'échapper, là je corrige. Et donc là, à partir de là, elle peut corriger le tir et aller dans le sens de ce qu'elle veut. Mais on a besoin de ce détachement. Si vous cherchez d'abord la racine de votre souffrance et que vous n'avez pas le détachement, vous ne pourrez pas le faire. Ensuite, tout dépend de ce qu'on appelle la racine. Pour moi, la racine, c'est de comprendre la vraie nature des pensées. Comment se créent les pensées, comment se crée cette souffrance. Et une fois qu'on l'a clairement identifiée, on est capable de l'abandonner. Ça, c'est la pratique de la méditation. Vous prônez l'amour et la compassion envers tout le monde, y compris ceux qui vous ont fait du mal. Vous préconisez pour cela une méthode, à savoir créer un environnement mental positif pour y arriver. Ça ressemble à l'autosuggestion. Comment expliquez-vous cela? Ça fait un peu méthode Coué. Absolument pas. J'ai absolument jamais dit ça. Vous vous trompez. Je répète. La première chose d'abord, c'est d'avoir de la distance par rapport à soi, d'être capable de regarder les choses avec recul, de voir les pensées s'élever à la conscience et de cesser de leur donner du pouvoir. Donc vous voyez, on n'est pas dans la méthode Coué du tout. On médite même sur la vraie nature des pensées pour pouvoir clairement reconnaître leur vraie nature, donc pouvoir s'en défaire. On n'est toujours pas dans la méthode Coué. Lorsque je parle de la suggestion, quand elle est bien pratiquée, c'est comme disait Dalai Lama, c'est une forme de dialogue avec soi-même. Vous parlez à vous-même et ça vous permet, un peu comme si vous parliez à quelqu'un, ça va vous permettre d'éveiller des choses en vous. Et quand on sait le faire habilement, on va pouvoir éveiller comme ça des potentiels, mais qui sont là, on ne les invente pas, on les fait exister. Et donc ça, c'est la même chose. Et quand je parle d'amour, encore une fois, d'amour et de compassion, ça ne peut pas être de la méthode Coué. Comment est-ce que ça peut être de la méthode Coué? Puisqu'il s'agit d'abord, d'identifier la souffrance, de reconnaître ce qui crée la souffrance en nous, et c'est à partir de ce constat, et c'est bien parce que je souffre, que j'aspire qu'à une chose, c'est me libérer de cette souffrance. Donc, j'aspire à me libérer des causes de la souffrance. Ça, c'est la compassion. Le fait que vous vous entraîniez par exemple tous les jours, eh bien c'est déjà un acte d'amour et c'est un acte de compassion. Je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Donc j'ai cette attitude bienveillante à mon égard. Donc, est-ce que c'est de la méthode Coué ça? Et la compassion, c'est de reconnaître que lorsque je manifeste de la bienveillance à l'égard des autres, eh bien ça me fait du bien, je me sens bien. Donc je suis... j'ai conscience de ce qui crée le bonheur en moi, et donc je peux m'y établir de plus en plus. Peut-on continuer à s'élever? Alors déjà, le mot élever,
je sais pas jusqu'à quelle hauteur, ça dépend, hein. Et s'élever tout en partageant sa vie avec un mari agité et pas ouvert à cette pratique. C'est peut-être là, justement, votre grand défi. Mais oui, parce que toutes les situations sont autant de chances d'élargir notre champ de conscience. Et l'autre, s'il nous tape sur les nerfs, il y avait un grand maître qui disait « Emmenez-moi des gens qui vont me taper sur les nerfs pour que je me libère. » Et parce que après, ça ne vous affecte plus. Et c'est ça, l'amour, c'est que l'autre, il est dans son truc, il est enfermé dans son truc, et puis, mais vous avez justement cette distance, un peu la distance dont je parlais tout à l'heure, de l'adulte par rapport à l'enfant, qui voit son enfant qui se débat avec son histoire, et vous aurez cette tendresse. Alors là où c'est un peu plus difficile, c'est quand vous revenez à la relation. Et c'est là... La méditation, la créativité qu'elle va libérer pourra peut-être vous aider à savoir amener votre mari à aller peut-être un peu plus vers ça. Et ça demande de la patience, hein. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ou alors, après, il y a l'autre perspective, c'est s'il n'y a rien à faire, si vous êtes marié avec un mur, peut-être envisager autre chose. J'ai parfois l'impression de me dédoubler quand je médite. Pas régulièrement, je me vois méditer, ça me perturbe un peu, qu'en pensez-vous? Je vous rassure, vous ne vous dédoublez pas, c'est juste, on peut avoir parfois un peu cette sensation, ce que vous faites. Alors, surtout si vous méditez les yeux fermés, je vous invite vraiment, ouvrez les yeux, restez là. Il s'agit de rester là. La pratique, c'est pas de se dédoubler, c'est de rester là, c'est d'être de plus en plus là, de plus en plus là. Donc, et là, il n'y a pas de problème. Des âmes sont destructrices envers nous, on en souffre énormément. Pourquoi a-t-on une dette à régler? Mais qui dit que vous avez une dette? Où est-ce que c'est écrit? J'ai envie de vous dire, arrêtez de lire des livres. Je sens que ça sort tout droit d'un livre que vous avez vu quelque part, où on vous a parlé d'une dette à régler. Vous n'avez aucune dette à régler. J'ai envie de dire, votre but dans la vie, c'est d'éveiller vos ressources, de devenir pleinement ce que vous êtes, et de vous libérer. C'est pas... Vous savez, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir une dette à écouler. Je vous ai parlé de ma vie au départ, mais c'est vrai que ça ressemblait vraiment à Zola. Je me suis retrouvé SDF, j'ai été battu, laissé pour mort dans un fossé. Enfin, j'ai vécu des choses que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais j'ai jamais eu le sentiment de devoir régler une dette. Alors, il y en a qui parlent de dette karmique. Alors, vous dites ça à un bouddhiste, il éclate de rire parce qu'il se dit, mais il n'y a pas de dette à régler. Encore une fois, si on a bien compris que notre vie, c'est la juste continuité de ce qui l'a précédé. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Donc, et pour essayer d'éclairer le karma, parce que il y a une approche très infantile en Occident du karma. Les bouddhistes, d'ailleurs, ils rient quand ils nous entendent parler de karma. C'est le karma, je vais essayer de vous le dire autrement. C'est on a semé les mauvaises graines au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une ignorance complète. Et on finit par récolter forcément ce qu'on a semé. Mais on n'est pas puni. Et c'est pas une dette. C'est juste la juste continuité de ce qu'on a semé avant. Et donc, on est en train de récolter. Là, c'est la récolte. Donc, je me dis, je récolte. Je ne sais pas trop ce que j'ai semé avant, mais j'ai une mauvaise récolte. Donc, cette mauvaise récolte m'apprend quelque chose. Elle m'apprend à penser, à agir, à m'exprimer différemment pour avoir des résultats différents. Et bien, aujourd'hui, je me suis plus jamais fait agresser à partir de là, une fois que j'ai compris que ça venait, surtout que j'étais plein de colère, quand j'étais jeune, et depuis, c'est fini, je me suis plus jamais fait agresser. J'ai des amis extraordinaires autour de moi, bienveillants, on fait des choses extraordinaires, donc voilà. Mon objectif, c'est d'être délesté, excusez-moi, délesté de mes peurs et être meilleur avec les autres. Pensez-vous que vous pouvez m'aider à réaliser? La démarche n'est faite que pour ça, j'ai envie de vous dire. Donc allez-y. Selon vous, seule la méditation peut nous amener à trouver notre vraie nature. Je ne vois pas comment on peut en faire autrement, mais si vous êtes là depuis le début, si vous avez bien compris que la méditation, c'est pas juste s'asseoir et regarder son nombril, c'est un entraînement de l'esprit, alors oui, bien sûr, et vous avez toutes les clés pour ça. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Alors, maintenant, je vais vous laisser avec un autre moi-même pendant quelques temps. Je
vais vous parler des cours parce que j'avais dit à Loïc qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il a réalisé une très belle vidéo à un moment où je suis intervenu dans une soirée où je vous présente la démarche, comment ça va se passer, si ça vous intéresse. Parce que si ça vous intéresse, vous pouvez commencer dès ce soir. Et on va vous faire un magnifique cadeau. Vous allez regarder. Vous allez voir, c'est le cadeau que vous pouvez vraiment vous faire, mais c'est à vous de le décider. Moi, je ne peux pas le décider à votre place. Libre à vous, faire comme vous avez envie. Et après, ne partez pas. Vous allez voir 2 magnifiques témoignages. C'est très court, je vous rassure. C'est très très court. Et après, vous allez avoir la possibilité d'essayer la démarche si ça vous intéresse. Alors, je vous laisse avec un autre moi. Donc, imaginons, vous avez envie de vous y mettre. Vous pouvez commencer dès ce soir. Alors, imaginons, vous êtes intéressé par les cours, comment ça va se passer? Vous allez d'abord, ce sera sur votre espace client. Sur l'espace client, vous avez une plateforme qui est vraiment très très bien faite, où vous avez vos cours. Chaque cours va se présenter de la façon suivante. Vous avez, comme je vous l'ai dit, 31 clés. Une clé par semaine. Oui, c'est très complet, c'est vraiment très très riche. Et comme je vous l'ai dit, c'est passionnant. Il y a des personnes qui n'hésitent pas, une fois qu'ils ont fini, disent moi j'ai recommencé depuis le début. Et chaque fois, j'ai l'impression de recommencer pour la première fois, tellement c'est riche. Vous allez avoir une ou plusieurs présentations audio et écrites pour chacun des exercices, et vous avez l'exercice pratique. Vous écoutez là où les présentations qui vont avec le cours qui vous est donné, et ensuite vous pratiquez. Vous pratiquez avec l'audio dans un premier temps pour pouvoir vous en imprégner, pour l'intégrer. Dans le premier niveau, il y a juste le premier exercice qu'on laisse. On laisse les gens le pratiquer pendant toute la semaine avec l'enregistrement. C'est pour se mettre un peu dans le bain. Dans la deuxième semaine, on va dire, c'est là que l'entraînement commence. Pareil, vous écoutez là où les présentations, vous faites l'exercice et après, vous allez commencer à pratiquer de manière autonome. C'est-à-dire que vous allez écouter l'exercice et puis ensuite, vous allez vous évertuer, le faire seul. Et on commence très progressivement pour que vous ne rencontriez aucune difficulté majeure. Pratiquement toutes les personnes qui pratiquent le disent, c'est très simple à mettre en application, il faut juste le mettre en application. Et la semaine suivante, on va un petit peu plus loin, on ajoute un élément à cette première pratique, et ainsi de suite dans le premier niveau. On approfondit à chaque fois, et qui fait que vous allez commencer à sentir des effets dès les premières semaines. Vous sentirez probablement un peu plus calme, vous commencerez à sentir que vous vous détendez beaucoup plus facilement, que vous allez commencer à acquérir un peu plus de présence, etc. Il y a quelque chose vraiment qui commence à changer dans votre vie. Et si vous continuez, eh bien ça va aller en s'accentuant, et ça va se renforcer. Il faut juste savoir que au début, ça reste, l'acquisition reste un peu fragile. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas encore ancré suffisamment profondément, parce que de temps en temps, les personnes qui disent « Oh, au secours, j'ai tout perdu, ça marche plus ». Je leur dis « Non, vous inquiétez pas, c'est juste, vous revenez dans vos pensées à nouveau, vous laissez accaparer à nouveau par vos pensées, puis avec le temps, vous acquérez vraiment cette stabilité qui se renforce avec le temps. » Alors en plus, c'est très intéressant, parce qu'on a aujourd'hui, il y a 2000 publications scientifiques sur le sujet qui démontrent les effets de ces démarches, notamment sur la santé. Il faut savoir, quand vous pratiquez, on voit une augmentation des anticorps de 30% à peu près au bout de 3 semaines de pratique si vous avez pratiqué régulièrement. On voit au niveau de l'électroencéphalographie, il y a un ralentissement des ondes cérébrales. Cet état particulier, privilégié, participe à notre équilibre psychologique et va aller se renforçant. Donc il y a un effet, comme disent les psychologues, un effet dénévrotisant. On se libère de la charge névrotique. Plus on va pratiquer, plus on se libère de cette charge névrotique. Donc ça défait les tensions, ça permet au sang de mieux circuler, au cœur de battre plus calmement, il y a une normalisation de la pression artérielle. Donc ça n'a que des effets positifs de pratiquer. Donc tous les jours, vous vous faites du bien. C'est un moment où vous allez faire un bien fou à votre corps. Donc au niveau de la santé, c'est excellent. Au niveau de la santé mentale, évidemment, c'est excellent aussi. Et parce que vous allez commencer à voir que vous avez un peu plus de recul par rapport à vous-même. Et quand vous allez avancer, puis après vous avez les autres clés, les clés du 2e niveau, 3e niveau, etc. Vous allez comme ça avancer en approfondissant. Le but, c'est que vous deveniez autonome, que vous ayez des clés, que vous puissiez mettre en application dans n'importe quelle circonstance, et jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce que vous serez complètement capable, complètement autonome, et vous saurez vous-même vous libérer. Et vous allez voir, les témoignages sont très éloquents, les gens le disent, maintenant j'ai vraiment cette capacité à laisser passer les choses, elles me glissent dessus, et ça change ma vie, et puis surtout, vous allez avoir accès à ce potentiel extraordinaire qui est en vous. Donc vous avez une leçon par semaine, avec une ou plusieurs présentations, et l'exercice lui-même, présentation écrite et présentation audio, et vous avancez comme ça, progressivement, étape par étape. En plus, vous ne serez pas seul, vous avez un accompagnement.
Vous êtes accompagné par toute une équipe, par moi, par Nathalie, par Loïc, par Fabienne aussi, qui est mon assistante. Donc on sera tous là pour vous aider, si vous rencontrez des difficultés, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, etc. D'ailleurs, j'en profite au passage, c'est qu'après cette conférence, si vous rencontrez des difficultés, ne serait-ce que pour passer votre commande, on va vous mettre un accès, on met en place un petit calendrier, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique, et puis il y aura quelqu'un pour vous aider, pour répondre à vos questions, si vous avez des questions complémentaires à cette conférence. Donc vous voyez, on essaie d'être au maximum là pour vous. Vous allez bénéficier, si vous le souhaitez, d'un groupe de soutien. Ça, c'est magnifique. On a une communauté magnifique. On a près de 6000 personnes qui sont inscrites. Les plus anciens viennent aider les nouveaux et répondre à leurs questions avec une sagesse parfois déconcertante. Toute l'équipe intervient sur ce groupe. Les gens nous font des témoignages, c'est poignant. Ça redonne envie. Si vous avez un peu de mal, que c'est difficile, bien vous allez toujours trouver une personne qui va être là pour vous soutenir, pour vous aider. Ce groupe de soutien, c'est simplement magnifique. On vous fait un petit cadeau, c'est gratuit, une application. Partout ailleurs, elles sont payantes, mais chez nous, elle est gratuite. Et elle est gratuite, et regardez, c'est un vrai cadeau, parce que regardez la troisième colonne en partant de la gauche. C'est là où vous trouvez vos cours. Présentation écrite, présentation audio et exercice audio. Donc comme je vous l'ai dit, elle est gratuite, et vous avez plein de gratuits dessus qui va compléter vos cours. Vous avez accès aux balades de Bruno, c'est des balades que je donnais avec des enseignements, vous verrez, c'est très riche. Vous avez le mot du jour qui est posté par Nathalie, vous avez des extraits de stage, vous avez les méditations collectives, vous pouvez y accéder aussi. Ça vous permet d'accéder à vos cours, donc vous avez une totale liberté, vous avez plein de choses comme ça. 60% de notre activité est gratuite de toute façon. Donc ça, c'est un plus par rapport aux cours. Et maintenant, on va parler des tarifs. À votre avis, combien ça vaut une telle démarche? Vous êtes allé peut-être voir un coach, un professionnel. Vous savez qu'en général, il vous demande entre 40, 50, on est plutôt vers 50, 60 euros la séance. Donc essayez d'imaginer 30 séances à 60 euros. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Et à la différence, c'est que si vous allez en cabinet et que vous voulez reprendre des séances plus tard, eh bien vous les repayez. Chez nous, vous ne les repayez pas. Vous ne payez que les cours. Ça, c'est très important. Une formation similaire sur Internet, bien qu'il n'y a pas d'équivalence, mais on va dire à peu près dans le même ordre d'idée, c'est une formation qui vaut entre 1000 et 2000, voire 3000 euros. Eh bien, regardez ce qu'on vous propose. Je voudrais juste avant, on va vous mettre une toute petite vidéo qui va vous expliquer tout ça, parce que vous allez voir tout ce que vous allez recevoir. On vous fait un cadeau si vous commandez sous 24 heures. Pourquoi on fait ça ? Je vous l'explique d'abord, parce que vous allez comprendre pourquoi cette petite vidéo qui dure quelques secondes, elle n'est pas très longue. On fait ça parce que, pour nous, la qualité est très importante. On ne veut pas prendre trop de personnes. Donc, on va prendre évidemment les personnes qui sont motivées, pour qui, voilà, ça y est, ils sont prêtes, elles ont vraiment envie de prendre leur vie en main, et se disent, pour moi c'est maintenant, j'ai vraiment envie que ma vie change, je ne vais pas attendre demain, parce que demain ce sera toujours demain, et la personne est motivée. On a même des personnes, je vous dis, avant même de venir à la conférence, ils étaient inscrits à la conférence, mais ils ont déjà commandé. Moi je trouve ça absolument extraordinaire. Donc à ces personnes, on a vraiment envie de faire un cadeau. Et vous allez voir, il est absolument superbe ce cadeau, parce que on ne peut pas prendre trop de monde. Nous, on veut assurer un travail de qualité, donc il va falloir assurer le suivi, d'être là avec vous, donc on ne peut pas prendre trop de monde. Donc pour nous, c'est une manière de filtrer les plus motivés, parce qu'on sait que les plus motivés, ils ne vont pas attendre 10 ans pour se décider, ils se disent, voilà, ça y est, maintenant, c'est maintenant que j'ai envie d'être heureux, c'est maintenant que j'ai envie de me donner les moyens. Donc on va mettre la petite vidéo, regardez, je vous laisse quelques instants, et je vous retrouve après. La science de l'éveil et du bonheur. Une formation pour toutes celles et ceux qui veulent prendre leur destin en main et enrichir leur vie. 31 clés, 31 rendez-vous hebdomadaires et quotidiens vécus dans le plaisir. Des centaines d'enseignements plus riches les uns que les autres. 31 pratiques qui vous rendront autonome et libre, capables d'utiliser pleinement votre potentiel pour vous libérer de vos obstacles personnels et réaliser vos aspirations. Des enseignements et des pratiques qui, une fois intégrés, vous serviront durant toute votre vie et dans toutes les circonstances. Une formation durant laquelle vous ne serez jamais seul. Une équipe entière pour vous soutenir et répondre à vos questions. Une communauté qui sera là pour vous et avec qui partager. Une formation complète pour seulement 31 € par leçon. Mais, si vous commandez sous 24 heures,
Au lieu de payer 31 € la leçon, soit 950 € la formation, nous vous accordons 63% de réduction, soit 11,90 € la leçon, soit 369 € pour 9 mois de plaisir. Mais ce n'est pas tout. Si vous commandez avant 24 heures, voici ce que vous recevez en plus. « 5 jours de stage en vidéo, des heures de vidéo avec des enseignements et des pratiques enregistrées en live, comme si vous y étiez, d'une valeur de 150 € offert. Un atelier sur la confiance en soi, 9 heures d'enregistrement vidéo en live aussi d'une valeur de 150 € offert. Chaque mois, des extraits de stages, d'ateliers, de séminaires, d'une valeur de 95 € offerts aussi. N'attendez plus. Rendez-vous sur coursbruno.fr avant 24 heures et commencez à voir dès maintenant votre vie s'améliorer. Voilà, maintenant vous savez à peu près tout. Vous allez bientôt avoir accéder aux témoignages. Vous avez l'essentiel des informations. Maintenant, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous offrir ces clés, de vous faire ce cadeau. Encore une fois, je le répète, c'est pour toute la vie. C'est un investissement par rapport à sans doute plein de choses que vous avez déjà dépensées, mais c'est un investissement ridicule puisque 369 € pour toute une vie et que vous pourrez refaire autant de fois. Vous revenez dans 10 ans, vous me dites Bruno, je voudrais refaire la démarche, je veux la reprendre depuis le début. Vous la reprenez depuis le début et vous ne repayez rien. Mais j'espère que vous n'attendrez pas 10 ans pour la refaire, parce que ce qui est magnifique avec cette formation, c'est que quand vous la refaites, vous avez l'impression de refaire une nouvelle formation. Pourquoi ? Parce que votre conscience a évolué entre-temps. Et donc votre perception a changé, et quand vous allez l'écouter, vous aurez un peu l'impression, vous savez, c'est parfois quand on reprend un livre, on a l'impression d'avoir loupé plein de trucs la première fois. Ben oui, forcément, parce que votre cerveau ne peut pas tout enregistrer. Et il y a des personnes qui le font 3, 4, 5 fois à chaque fois. Ils disent, mais je redécouvre, c'est absolument magnifique. Un autre point qui pourrait peut-être vous effrayer, vous dites 9 mois, c'est long, mais en fait non. Parce que pratiquement unanimement, les gens, quand ils arrivent à la fin des cours, ils disent, mais c'est déjà fini, c'est tellement passionnant, vous allez avoir des pépites tous les jours sur votre boîte mail, enfin sur l'appli ou sur votre espace client, ce sont des pépites, vous allez apprendre, vous allez vous enrichir, donc il n'y a aucune lassitude. Sauf évidemment, si vous manquez de motivation, vous allez toujours trouver une excuse pour remettre à plus tard. Donc, voilà, maintenant c'est à vous de décider. En tout cas, en attendant, vraiment, je vous remercie. Et vraiment, vraiment, je vous souhaite de pouvoir accéder à ce genre de connaissances. Ça change tellement la vie que c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse en bénéficier. Ça m'a permis de changer de vie. Aujourd'hui, je peux dire que 95% de ma vie, c'est rempli de bonheur. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre. Clarté, puissance, ouais, c'est les deux mots que j'ai envie de retenir. Mon cœur a parlé, je me suis lancée. Et je regrette pas. Ce que je retiens des premiers cours là que je viens de faire, ils sont hyper puissants. Une clarté, toutes les choses sont dites, on n'est pas du tout laissé au hasard, il y a des prises de conscience qui se font, clarté, puissance, ouais, c'est les deux mots que j'ai envie de retenir. D'abord, elle m'a permis de changer de vie, en tout cas de la poursuivre autrement, de la remplir de bonheur. Quand il y a des tourbillons, la méthode elle est là et elle me permet de prendre cette hauteur, elle me permet de laisser passer, de laisser filer les nuages et de retrouver le beau temps derrière. Aujourd'hui, je peux dire que 95% de ma vie, c'est rempli de bonheur. L'approche de Bruno, elle est évidente.
Il met des mots sur des ressentis. Tout d'un coup, tout prend sens, mais de façon très claire, très bien expliquée. Rien n'est complexe. Tout est simple, tout est fluide. J'ai été happée par cette méthode et par Bruno et par son enseignement parce qu'il n'y a pas de prise de tête, c'est accessible, que je pourrais y mettre des enfants jeunes, moins jeunes. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour comprendre, c'est fluide. D'un point de vue technique, incroyable. Ils sont super bien faits, hyper faciles à suivre, il n'y a même pas de questions à se poser, se laisser faire. Je crois que le lâcher-prise, il démarre déjà là, dans la façon de faire les cours. Si vous connaissez pas, foncez. Il n'y a rien de mieux pour se sentir bien en fait, juste foncez. Pour ceux vraiment qui cherchent un nouvel élan dans leur vie, qui cherchent une nouvelle approche, si on fait un pas dans les cours, tout de suite, on commence à avoir des vrais changements dans la vie. J'ai commencé par faire les cours de Bruno à un moment de ma vie où j'étais un petit peu dans le brouillard. En fait, on se laisse embringuer dans la vie. On a des enfants, un travail, et puis après, on n'est pas forcément nous-mêmes. Puis à un moment donné, aller vers Bruno, c'est commencer à se retrouver soi et à retrouver ses véritables envies. Voilà. Dès que j'ai commencé les cours, j'ai commencé à me recentrer, à être un peu plus en paix et à commencer à voir les choses vraiment importantes dans ma vie. À partir du moment où on a vraiment la volonté de changer des choses dans sa vie, ça devient vraiment facile. La pratique de méditation nous amène vraiment à intégrer les choses, à réaliser ce qu'on est. C'est tellement simple, la méthode de Bruno, on a juste à se laisser guider. Et si on fait un pas dans les cours, tout de suite, on commence à avoir des vrais changements dans la vie. Bruno, il incarne vraiment ce qui nous prodigue ses cours. On le voit sur la personne. C'est une personne qui est tellement vraie. La première fois que je l'ai rencontré, entre guillemets, c'est une vidéo qui était sur le web. Ça sonnait vrai, son discours sonnait vrai. Maintenant, je connais son approche, je connais ses cours. De tout ce que j'ai vu dans les cours, vraiment, il est formidable et il nous permet d'être formidable aussi. On devient formidable si on a envie. Pour ceux vraiment qui cherchent un nouvel élan dans leur vie, qui cherchent une nouvelle approche, Bruno nous fait bénéficier de tout ce qu'il a appris pendant toute sa vie. Il a ciselé finement pour nous faire un programme adéquat et qui s'adresse à tout le monde. C'est pas perché, c'est vraiment pratico-pratique, c'est utilisable par tout le monde pour peu qu'on ait vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous change la vie, c'est tout. Changez votre vie pour plus de bonheur, pour plus d'amour, d'amour à partager autour de soi.